Alors, ça s'est passé en plein Covid. Il faut savoir que j'étais chez mon père. Euh, J'étais en congé avec toute ma famille, comme je vous ai dit. Et le confinement a aggravé les choses parce que tout était virtuel. On n'avait plus de contact social, plus de contact physique avec les gens. Tout passait par Internet, par les réseaux sociaux. Il y avait aussi tout ce truc à la télévision, on n'entendait parler que du Covid, c'était très anxiogène en fait. Et tout ça a fait que j'étais dans un environnement avec des prédispositions à la dépression. Mon père en plus a fait une dépression à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait, mon père est infirmier, il était infirmier en psychiatrie et on lui a fait un sale coup au boulot. Je vais pas rentrer dans les détails. Et moi n'étant pas bien à ce moment-là, j'avais plus d'attention en fait. Tout le monde était focalisé sur lui. Et c'est vrai que je me suis retrouvée toute seule et c'est ce qui a fait aussi que j'ai chuté dans la dépression. J'ai toujours été quelqu'un qui n'a jamais eu confiance en moi à cause justement des réflexions. On me rabaissait souvent, on me disait souvent que voilà, j'étais faible, que j'étais petite de taille, que j'étais trop fine, que j'avais pas de muscles, que je faisais pas assez d'efforts physiques. Plein de petites choses qui ont fait que du coup j'avais pas confiance en moi, aussi ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo. Ensuite, le deuxième élément déclencheur, c'était la fatigue mentale et physique. C'est vrai qu'on avait beaucoup de travail. J'étais dans une école d'audiovisuel. Faut savoir qu'on était en plein confinement. Mais du coup, ils nous ont un peu surchargés de travail. Ils pensaient que on était chez nous et qu'on faisait rien. Et on avait beaucoup de trucs à préparer. On avait également un court-métrage à faire. Donc j'étais fatiguée mentalement et physiquement. Le fait que mon père était en dépression, je me sentais pas abandonnée parce que j'avais quand même, ils étaient autour de moi. Mais on s'occupait forcément plus de lui parce que lui, il a été diagnostiqué dépressif bien avant moi. Donc bon, je me sentais pas légitime d'en parler, pas légitime de parler de mon mal-être. Donc je gardais tout pour moi. Ensuite, c'est vrai que dans ma famille, tout le monde me parlait continuellement de mes problèmes avec ces personnes toxiques. Tout le monde me disait mais retourne-y. Tout le monde en fait me confortait dans l'idée d'y retourner. Et tout le monde me remettait à chaque fois ça sur le tapis en fait. Ce qui fait que ça ressassait à chaque fois les choses négatives que j'avais. Et dès que j'arrivais à me changer les idées, on me reparlait de ça, donc c'était très lourd mentalement. J'avais l'impression, du fait que je pense j'étais fatiguée, que tout le monde appuyait sur mes complexes, sur mes défauts, que tout le monde n'a pas été contre moi bien évidemment, mais je pense que tout simplement j'acceptais moins bien, j'avais moins de patience, moins de tolérance du fait de ma fatigue. Il y a aussi une très grosse partie de ma dépression qui est due au manque de liberté. Comme je vous l'ai dit, j'étais dans un contexte familial où tout le monde était vraiment étouffant. C'est-à-dire que tout le monde était très protecteur, mais trop protecteur. Et j'avais des parents poules, j'avais une famille qui était très protectrice. J'avais pas le droit de sortir toute seule. Ils avaient toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Dès que je voulais faire quelque chose, ils se sentaient obligés de rester derrière moi. Donc moi je me sentais pas libre, du coup ça me faisait perdre confiance en moi aussi. Parce que je me disais mais pourquoi est-ce que tout le monde en gros se mêle de ça alors que ça veut dire que je suis pas capable de le faire, c'est ça? Ensuite, au niveau des éléments déclencheurs toujours, avec le confinement on était très isolés. Comme je vous l'ai dit, je parlais avec pas beaucoup de personnes, on parlait par message mais c'était pas pareil que, que physiquement en fait, que voir physiquement les gens tout simplement. Du coup j'étais toujours dans la même bulle, dans la même sphère familiale où il y avait ces problèmes-là justement. Et j'avais pas vraiment d'échappatoire ou de moments avec mes amis qui me faisaient me changer les idées. Je me sentais pas prise au sérieux, pas écoutée, pas prise. Je sentais que mon avis n'était pas pris en compte. Chaque fois que je parlais de ce problème-là ou de mes problèmes, on se mettait à la place de l'autre personne.
Et j'avais l'impression de pas être légitime du coup, de pas être prise au sérieux. Alors que moi c'est ce que je ressentais. Et j'aurais aimé qu'on m'écoute, qu'on me dise oui je te comprends. Et écoute, je suis peut-être pas d'accord avec tout ce que tu dis. Mais si tu as besoin d'aide, je suis là. Pas à me dire que en gros tout ce que je disais, non c'était faux et que c'est moi qui me faisais des films. J'avais vraiment l'impression de me faire des films et de pas être légitime sur ce mal-être là et sur mes problèmes. Il y a eu aussi une partie échec scolaire qui est venue en compte, qui est à prendre en compte du coup. Il faut savoir que comme j'avais pas beaucoup confiance en moi, à l'école ça se passait pas très bien. Déjà ça se passait pas bien avec les élèves et ça se passait pas bien aussi au niveau des notes. Et c'est vrai que toute ma famille a cru pendant longtemps que en gros j'étais juste une grosse feignante, alors que pas du tout. C'est juste que j'allais au collège avec la boule au ventre, d'avoir des histoires avec des personnes qui n'étaient pas bienveillantes avec moi-même, qui me rabaissaient, qui me critiquaient physiquement, qui voulaient me commander, qui me criaient dessus, donc ça se passait pas bien. J'avais un tempérament calme, patient, je fuyais les conflits. Du coup j'avais cette boule au ventre là. Et à l'école, j'étais très timide, donc prendre la parole, j'y arrivais pas. Et ça a fait qu'à un moment, j'ai complètement décroché scolairement. J'avais plus envie d'aller à l'école. Du coup, quand je rentrais chez moi, je révisais pas. Je me mettais dans ma bulle et je regardais YouTube ou je regardais des vidéos ou bien je jouais ou je parlais avec mes amis. Mais une fois que je quittais l'école, c'était fini. Fallait plus me parler de devoirs ou quoi que ce soit. C'était un peu comme une sorte de bulle que je m'étais créée pour pas penser et pour pas avoir l'angoisse pour le lendemain. Il y a aussi un gros point à prendre en compte pour cette dépression, c'est le chantage affectif. Il faut savoir que la maison dans laquelle je vis, elle n'est pas à nous. Elle est à ma grand-mère et ma grand-mère nous a toujours dit « Vous pourrez y habiter, ça sera votre héritage ». Donc j'ai grandi ici et je suis très attachée à ce lieu. Et on en parlait tout à l'heure du manque de liberté justement et qu'on veuille me commander. Là c'était un peu la manipulation qu'elle utilisait sur moi et sur nous parce qu'elle savait que c'est une maison à laquelle on tenait et dès qu'on n'avait pas le même avis qu'elle, dès qu'on faisait pas ce qu'elle voulait, et bien tout simplement elle nous renvoyait ça à la figure, elle nous disait « Ah c'est simple, je vais la vendre de toute façon la maison ». Donc à chaque fois on remettait ça sur le tapis et moi j'avais qu'une peur, c'était qu'elle le fasse vraiment. En fait c'était des menaces en l'air maintenant avec le recul. Pour nous faire peur et pour que on aille dans son sens tout simplement. Elle savait qu'elle avait un moyen de pression donc elle l'utilisait sur nous. Donc dès que ça allait bien j'avais l'impression qu'on me remettait en fait à chaque fois des nouvelles difficultés. Si c'était pas les échecs scolaires, c'était on me prenait la tête avec la maison, du coup j'étais angoissée avec ça. Si c'était pas ça, c'était les réflexions. Si c'était pas ça, c'était le confinement, l'isolement, le fait d'être toute seule. Si c'était pas ça, c'était la culpabilisation. On pleurait, on disait que j'étais méchante, alors qu'en fait on venait de me critiquer. Et juste après, on allait pleurer à mes parents pour dire « Mais elle est pas gentille, elle a fait ceci, elle a fait cela, alors que moi je fais tout pour elle. » Il y a eu beaucoup de culpabilisation aussi par rapport à l'argent. Par rapport à ma grand-mère toujours. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance et je ne m'en plains pas. Elle a toujours payé mes frais de scolarité. Comment ça s'appelle ? Mes frais de scolarité ou dès que j'avais besoin de quelque chose, de vacances, d'habits ou quoi que ce soit. C'est vrai que financièrement, elle nous aidait parce qu'elle avait plus d'argent que nous. Mais du coup, elle nous renvoyait toujours ça à la figure. Et donc mes parents se sentaient redevables. Alors je veux bien être redevable. Mais il y a des limites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu parles de mon physique, que tu vois que ça m'atteint et que ça me fait du mal, et que tu continues à faire des réflexions, oui, à un moment, je vais lever les yeux au ciel et je vais en avoir marre, tout simplement. C'était du ras-le-bol, je réagissais comme ça, pas pour rien. Parce que j'en avais marre, parce que ça me faisait mal, et parce que je me sentais obligée de subir ça, alors que moi, j'avais rien fait. Je voulais juste passer du bon temps avec elle, pareil. Moi, je voulais rigoler avec elle, partager des choses avec elle. Sauf que j'en avais même plus l'envie, tellement c'était constamment des reproches. Donc voilà, on essayait de me faire culpabiliser en me disant que c'était une personne âgée et que du coup, c'était encore à moi de faire des efforts et toujours à moi de faire des efforts.
parce que voilà, elle allait pas être éternelle et qu'elle avait fait beaucoup pour nous. Pareil, j'avais aussi du côté de mon grand-père, il est un peu, enfin il avait un peu des penchants pervers narcissiques, toujours à rabaisser, pareil, c'est toujours le même schéma en fait, rabaisser l'autre, faire des réflexions sur des choses qui ne les concernent pas en plus. Donc il y avait ça, la manipulation, la culpabilisation, pareil avec les amitiés. À cause de ce qui s'est passé au collège, j'avais beaucoup de mal à me faire des amis. Donc je me sentais... c'était difficile socialement de sortir de chez moi. J'étais tout le temps chez moi du coup. Je passais mes journées dans ma chambre à fuir en fait tous les problèmes au lieu de les affronter. Il y avait aussi l'abus d'autorité. Du fait que c'était des personnes qui étaient adultes par rapport à moi, ou plus âgées comme je vous ai dit, ils abusaient de ça. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient l'expérience, ils avaient la science infuse, et moi je n'étais qu'une pauvre jeune qui ne connaissait rien à la vie, qui n'avait pas le droit de donner son avis, pas le droit de faire ses propres choix, qui faisait tout le temps n'importe quoi. Il y a eu des mots très durs sur mon physique, aussi un rapport à l'alimentation compliqué, parce que pareil, on me faisait des petites réflexions. On me disait que j'étais anorexique, que ce soit à l'école ou à la maison. On me surveillait pendant mes repas, donc j'étais jamais à l'aise. Dès que j'allais aux toilettes, on pensait que je vomissais. Je n'ai jamais vomi de ma vie. Et au contraire, moi, ce que je voulais, c'était grossir. Et on me mettait la pression constamment. Il y a eu aussi un épisode très traumatisant pour moi et qui a fait un vrai choc émotionnel. En fait, on avait recueilli un petit chat qui a été abandonné et qu'on a jeté dans notre jardin. Je l'avais appelé Bella. Et pendant le confinement, ma mère allait au travail, donc j'étais toute seule dans ma chambre et je faisais mes cours en visioconférence. Et il y avait ce petit chat qui m'apportait de la compagnie, du réconfort, de l'amour. Tous les jours, je lui donnais à manger, je prenais soin d'elle. Je passais du temps avec elle, elle était vraiment trop mimi. J'avais l'impression qu'elle me comprenait. C'était vraiment... Heureusement qu'elle a été là en fait pendant cette période-là, parce que elle m'a aidée le peu de temps malheureusement où elle était là à surmonter tout ça. Et elle m'a apporté de la joie pendant ce moment-là. Et malheureusement, elle est morte. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on habite dans un endroit où, juste à côté de chez moi, quand on sort de chez moi, l'allée est très dangereuse. Il y a la route directement, et c'est très dangereux. C'est une avenue où tout le monde roule super vite. Et comme ce chat-là n'avait pas le droit de rentrer dans la maison, elle était tout le temps dehors, et elle allait se promener dans le quartier. Et une nuit est arrivé ce qui devait malheureusement arriver. C'est-à-dire qu'elle a traversé et puis une voiture ne l'a pas vue et elle s'est fait percuter. Et j'ai beaucoup culpabilisé parce que ce jour-là j'avais cours. J'ai fait mon cours comme si de rien n'était. À un moment je me suis dit tiens c'est bizarre, tu l'as pas entendu parce que je pouvais l'entendre normalement depuis ma fenêtre jouer dehors. Elle avait un petit boulon avec lequel elle adorait s'amuser et ça faisait beaucoup de bruit donc je l'entendais quand elle était ici. Et du coup j'allais la voir. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle est allée manger ailleurs, dans une autre maison, ou tout simplement qu'elle dort quelque part, enfin je sais pas, ou tu l'as pas entendue. J'ai passé ma journée, je ne suis pas allée la voir parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et ensuite je suis allée retrouver ma mère à son travail et mon frère à son école. Et, on est allé faire des courses, on est rentrés ensemble. Et sur le chemin du retour, ils m'ont appris qu'elle était morte et je l'ai vue sur la route. Donc j'ai culpabilisé en fait de ne pas avoir insisté auprès de ma mère pour que elle rentre dans la maison parce que peut-être que si elle avait dormi ici, dans la maison, elle ne se serait pas fait écraser en pleine nuit. Parce que forcément les gens ne l'ont pas vue comme il faisait nuit et elle s'est fait percuter à cause de ça. Mais en pleine journée, je pense que ça ne serait pas arrivé. Donc j'ai beaucoup culpabilisé, je me sentais responsable de ce petit chat, c'était comme ma petite fille si on peut dire, ou ma petite sœur. C'était un bébé encore, donc elle était sous ma responsabilité, c'était à moi de la protéger. Et si j'avais un peu plus insisté, peut-être qu'elle serait encore vivante en fait. Voilà, il y avait ça.
et le fait qu'on me prenait moi-même pour un bébé. En fait, je me prenais tout le temps des critiques. Je me souviens, ça me perturbait. J'arrivais pas à comprendre et j'étais énervée contre ça. On me disait que en gros, je devais faire mes choix, que voilà, j'étais plus un bébé, que il fallait que je me réveille, que je me bouge les fesses, que voilà, que je construise mon avenir tout simplement et que je devienne une adulte. Et en même temps, quand je voulais faire des choix par moi-même, on était derrière moi, on voulait faire les choix à ma place, on m'empêchait en fait de grandir tout simplement. Donc tout ça a eu des conséquences. J'avais l'impression d'être un problème, j'avais pas confiance en moi, j'étais pas sociale, j'étais très dure envers moi-même. Euh, J'avais plus trop d'espoir, j'étais sans cesse à la recherche de la perfection. Je voulais être parfaite, je me vexais rapidement, j'étais tout le temps fatiguée et je comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps fatiguée. Et en fait, c'est parce que tout simplement mon cerveau réfléchissait tout le temps, donc il était jamais au repos et j'emmagasinais beaucoup d'émotions vu que je suis une éponge et que je suis hypersensible. Et ça aussi, ça fatigue énormément. Seules les personnes qui sont hypersensibles pourront comprendre ce dont je parle. J'étais tout le temps de mauvaise humeur du coup, parce que forcément j'accumulais le négatif. J'avais l'impression de ne pas être heureuse. J'avais l'impression d'être dépendante affective aussi au niveau de l'amitié et au niveau de mes relations dans ma famille. C'est-à-dire que j'avais besoin de l'approbation des gens, besoin de beaucoup d'affection. J'étais tout le temps en demande. J'avais besoin de reconnaissance, d'attention, de tout ce que j'avais manqué en fait ces dernières années-là. J'ai eu un moment où je me suis carrément dit, mais en fait, qui je suis? J'avais perdu mon identité tellement je voulais être parfaite, je voulais plaire à tout le monde. Eh bien, je n'étais même plus moi et je ne savais plus qui j'étais. Et il fallait tout réapprendre parce que on m'avait pas laissé assez de liberté, on m'avait pas laissé apprendre alors que l'enfance c'est une période où on apprend, où on grandit, où on fait des échecs et on m'a pas laissé avoir d'échecs, on m'a pas laissé me relever de ces échecs, apprendre de mes erreurs, faire par moi-même. Euh, donc j'ai toujours fait les choix en fonction des gens. Donc je savais pas qu'est-ce que je voulais vraiment dans la vie, où est-ce que je voulais aller, que ce soit pour le métier, que ce soit mon orientation sexuelle, que ce soit dans l'amitié, qu'est-ce que je recherchais. J'avais une très mauvaise estime de moi, forcément, vu qu'à chaque fois, on me piquait avec des reproches et des réflexions sur mon poids, sur ma taille, sur mon identité. Comme je vous ai dit, je me taisais, je savais plus qui j'étais, j'avais plus envie de rien, je passais des heures à pleurer et je me demandais mais pourquoi tu pleures tout le temps? C'est pas normal. Je me demandais si c'était moi qui avais un problème en fait. Clairement, je me suis dit à un moment, mais en fait, tout le monde te dit que c'est toi le problème, donc ça doit être toi, c'est pas eux. J'avais du coup de l'incapacité à exprimer ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'en fait, comme je gardais tout pour moi et que je m'exprimais pas et qu'on m'avait appris à me taire et que j'avais appris à me taire pour éviter les conflits et pour tout simplement me conformer à ce qu'on me demandait, mon seul moyen de défense, c'était de pleurer en fait, un peu comme les bébés. Et j'arrivais pas à exprimer ma colère, j'arrivais pas à exprimer tous ces sentiments-là. J'avais beaucoup de mal avec ça. Beaucoup de mal aussi dans mes relations sociales parce que comme j'avais pas trop le droit de sortir, pas trop le droit de voir de gens, forcément les amitiés c'était compliqué pour créer des liens. J'étais très timide, très introvertie. C'était une petite carapace que je m'étais mise pour me protéger justement. Je voulais plus être blessée par les gens. On m'a tellement menti que j'avais même plus confiance. J'avais pas confiance en moi, mais j'avais pas confiance non plus envers les gens. J'avais plus envie, je croyais plus en l'amitié. Je me disais, l'amitié c'est pas pour moi. C'est pour les autres, mais pas pour moi. J'avais peur de tout. Que ce soit aller demander du pain à la boulangerie, créer des liens sociaux, parler avec les gens. J'avais plus ma joie de vivre, j'étais complètement renfermée. Je parlais pas de mes problèmes. Je gardais tout et j'intériorisais vachement tout. J'étais très émotive du coup parce que tout ce que je gardais à un moment ça sortait.
J'étais en échec scolaire, j'étais toujours dans le contrôle justement pour garder ce contrôle sur mon image, cette idée de perfection que je m'étais mis dans la tête, cette idée de contrôle. Je me sentais pas aimée par les autres, j'avais l'impression d'être le problème comme je vous ai dit, de jamais rien faire de bien, que j'étais pas intéressante et que du coup les gens s'intéressaient pas à moi pour ça. Et tout ça, ça a eu des conséquences, c'est-à-dire que je me suis blessée à la jambe. En m'accroupissant tout simplement, je me suis accroupie. Je me souviens, je me lavais, je me suis accroupie. Et là, j'ai entendu mon genou faire clac. Et en fait, j'ai mis bien 5 minutes avant de me relever. Et j'avais super mal à la jambe, je boitais. Mais en gros, ça m'a fait hyper peur parce que comme j'étais dans la douche, j'ai vu mon genou. En fait, je me suis accroupie et j'ai vu l'os faire ça. Et je l'ai vu très proche. Comme s'il allait sortir. Je l'ai vu se déboîter et se réemboîter. Et c'est très impressionnant à voir. Ça a causé un gros problème. C'est-à-dire que déjà qu'avec le confinement, j'étais tout le temps dans mon lit. J'avais pris des mauvaises habitudes. Vu qu'on faisait les cours à distance, j'étais souvent en pyjama, dans mon lit, chill. Je ne me préparais pas forcément, alors que j'avais l'habitude de me préparer, de me maquiller, de m'habiller pour sortir. Et c'est vachement quelque chose d'important, c'est là que je m'en suis rendu compte. De s'apprêter, ça fait du bien, quoi, au moral. Et du coup, là, pareil, mes mouvements, ils étaient vachement réduits, parce que j'avais mal à la jambe, donc du coup j'étais encore plus allongée, encore plus assise et encore plus inactive. Donc je passais tout mon temps devant l'ordinateur, soit pour travailler avec mes cours, soit pour regarder des vidéos, des films ou autres. Et en fait, j'ai commencé à plus avoir envie de rien faire, plus avoir de motivation, même quand ma jambe a guéri. J'avais plus envie de rien, j'avais plus goût en rien. Je restais des journées dans mon lit allongée, je m'habillais plus, je me maquillais plus, je souriais plus, je voulais plus parler à personne, donc j'avais plus aucun contact, même par message. J'étais tout le temps en stress et angoissée. Et je me disais, mais vas-y, essaye de te reprendre, et j'y arrivais pas. C'est après par la suite que j'ai compris en fait que je faisais une dépression.